Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rêve d'amour. La pluie tombait doucement sur les vitres hautes du château de Valcroix, si doucement qu'elle semblait ne pas vouloir réveiller les pierres anciennes. Dans le grand couloir du nord, les bougies tremblaient sous le souffle discret du vent, et leurs flammes dessinaient sur les murs les ombres allongées des portraits oubliés. Ce soir-là, personne n'aurait dû frapper à la porte intérieure du royaume lycain, surtout pas une femme humaine vêtue d'un manteau usé, tenant contre elle une petite fille, trempée, pâle, silencieuse, qui serrait dans sa main une boîte à musique de nacre fendue. Maëlle Dervin connaissait pourtant cette porte. 8 ans plus tôt, elle l'avait franchie la tête basse, accusée d'une faute qu'elle n'avait jamais commise, chassée sans procès véritable par l'homme même qui régnait derrière ces murs. Et lorsque la petite fille leva enfin les yeux vers le roi Aurélien, son visage se brisa dans une douleur trop grande pour son âge. « Je n'ai plus personne au monde, murmura-t-elle. » Le roi, que l'on disait incapable de tendresse depuis la mort de sa sœur, ne répondit pas tout de suite, car au creux de cette boîte à musique, il venait d'entendre une mélodie que personne en dehors de sa famille, disparue, n'aurait dû connaître. Avant que l'histoire ne commence vraiment, si vous aimez les récits d'amour profond, les secrets de famille et les destins qui se réparent avec le temps, pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'un cœur blessé puisse encore aimer après des années de silence? Maëlle n'avait pas prévu de revenir à Valcroix. Pendant 8 années, elle avait vécu dans un village de brume au bord des terres humaines, dans une petite maison basse où elle soignait les fièvres, recousait les plaies, préparait des tisanes pour les vieillards et des compresses pour les enfants tombés dans les chemins boueux. On la payait parfois avec des œufs, parfois avec du pain, parfois avec un simple « merci » murmuré derrière une porte. Elle ne demandait rien d'autre. Il lui suffisait que les gens cessent de prononcer son nom avec méfiance. Pourtant, certains soirs, lorsque le vent venait du nord, elle entendait encore dans sa mémoire les pas du roi Aurélien sur le marbre noir, sa voix froide et cette phrase qui avait changé sa vie. « Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce château. » Elle avait alors 24 ans, une robe simple, des mains couvertes d'aiguilles et d'onguents, et une loyauté que personne n'avait cru nécessaire d'écouter. Ce soir de pluie, elle n'était revenue que parce qu'une enfant l'avait appelée depuis le fossé, à moitié cachée, sous les branches d'un vieux saule, les lèvres bleues, les doigts fermés sur une petite boîte blanche. La fillette n'avait pas dit son nom. Elle avait seulement demandé si les loups du roi mangeaient les enfants qui pleuraient trop fort. Maëlle l'avait recueillie sans poser de questions. Elle avait réchauffé ses mains près du feu, coupé un morceau de pain noir enveloppé ses épaules d'une couverture de laine, puis attendu que le silence de l'enfant se détende un peu. La petite avait des yeux gris presque argentés, des yeux qui ne ressemblaient pas à ceux des villages humains. Sur son cou, une marque pâle formait une petite lune incomplète si discrète qu'on aurait pu la prendre pour une cicatrice. Mais Maëlle avait travaillé autrefois dans l'infirmerie de Valcroix, et elle savait reconnaître ce que les familles préféraient fait cacher sous des rubans, des cols hauts et des mensonges bien polis. La fillette portait en elle du sang lycain, pas assez pour que les humains la protègent trop, pour que les frontières la laissent vivre en paix. Lorsqu'elle ouvrit enfin la boîte à musique, une mélodie douce et fragile s'éleva dans la pièce, 3 notes descendantes, puis une pause, puis une phrase lente comme une berceuse chantée au bord d'un lit. Maëlle sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette mélodie. La princesse Élianor, sœur cadette du roi Aurélien, la jouait autrefois dans la serre d'hiver lorsque personne ne regardait sur un vieux piano désaccordé couvert de poussière et de roses séchées. Mais Élianor était morte depuis 7 ans. Du moins,
C'était ce que tout le royaume croyait. La petite fille s'appelait Céliane, ou du moins c'était le seul prénom qu'elle acceptait de prononcer. Elle ne savait ni d'où elle venait exactement, ni pourquoi la femme qui l'avait élevée jusqu'alors lui avait ordonné de courir lorsque les hommes en manteau gris étaient arrivés. Elle se souvenait d'une chambre étroite au-dessus d'une boulangerie abandonnée, d'une odeur de farine froide, d'une voix féminine qui chantait, la berceuse en refermant les volets, et d'un message répété chaque soir avec une peur qui grandissait. Si un jour je ne reviens pas, va vers le nord, cherche les pierres noires et ne donne la boîte qu'au roi. Maëlle avait d'abord voulu attendre le matin. Elle avait pensé à prévenir le prêtre, à interroger les voisins, à cacher l'enfant quelques jours. Puis, dans la doublure du manteau de Céliane, elle avait trouvé un morceau de tissu brodé d'un fil d'argent presque effacé. Ce n'était ni une lettre, ni un acte de naissance, ni un testament. C'était pire, parce que c'était plus intime. C'était un fragment d'une robe que Maëlle avait cousue de ses propres mains pour Élianor la veille de sa disparition. Sur le tissu, 3 points minuscules formaient une signature secrète que la princesse lui avait demandée en riant. Ainsi, si je me perds, quelqu'un saura encore que cette robe m'a appartenu. Et c'est là que Maëlle comprit que la petite fille n'était pas seulement une enfant perdue. Elle était la clé d'un silence qui avait détruit plusieurs vies. Le chemin jusqu'à Valcroix avait été long, froid et presque irréel. La voiture de louage refusait d'approcher des bois royaux après minuit, alors Maëlle avait marché avec Céliane contre elle, son manteau ouvert pour protéger l'enfant de la pluie. À mesure qu'elles avançaient, les arbres devenaient plus grands, les chemins plus étroits, et le monde semblait retenir son souffle. Les loups de Valcroix ne hurlaient pas comme les loups ordinaires. On disait qu'ils écoutaient d'abord, qu'ils jugeaient ensuite, et qu'ils n'apparaissaient qu'à ceux qui portaient une vérité impossible à cacher. Cette nuit-là, ils sortirent de la brume sans bruit, 3 silhouettes sombres, aux yeux clairs, et Maëlle sentit Céliane se raidir contre son cœur. Aucun des loups ne montra les dents. Le plus grand s'approcha seulement de la petite boîte à musique, posa son museau contre la nacre fendue, puis leva la tête vers le château. Ce geste simple et terrible donna à Maëlle plus de courage que toutes les prières. Les portes extérieures s'ouvrirent avant même qu'elle ne frappe. Les gardes reconnurent en son visage, ou plutôt le souvenir honteux qu'ils portaient encore dans leur regard. L'un d'eux murmura son nom comme on murmure une faute ancienne. Elle ne baissa pas les yeux. Le roi Aurélien de Valcroix se trouvait dans la salle des cartes, devant une table couverte de frontières de sceaux et de rapports de patrouille. Il portait une veste sombre sans ornement, et seule la bague royale, large, anneau d'argent, gravée d'une tête de loup, rappelait qu'il était l'homme le plus puissant des royaumes du Nord. Ses cheveux noirs tombaient près de ses épaules, traversés de quelques fils argentés que la lumière des bougies rendait presque bleus. Il avait le visage d'un homme qui avait appris à ne plus demander de consolation à personne. Lorsque Maëlle entra tenant Céliane par la main, il ne parut pas surpris. Il parut pire que surpris. Il parut blessé avant même de comprendre pourquoi. Son regard passa d'abord sur le visage de Maëlle avec cette dureté ancienne qu'elle avait redoutée malgré elle, puis descendit vers la petite fille, vers la marque pâle à son cou, vers la boîte de nacre. La pluie frappait les vitres derrière lui, et chaque goutte semblait marquer un battement de cœur supplémentaire dans la pièce. « Vous avez beaucoup d'audace de revenir ici, » dit-il enfin. Maëlle sentit la petite main de Céliane se fermer plus fort autour de ses doigts. « Je n'en ai pas assez pour revenir pour moi, sire, répondit-elle doucement. Je suis venue pour elle. » Aurélien ne demanda pas à l'enfant d'avancer. Il ne savait plus parler aux enfants depuis la disparition d'Élianor, car sa sœur avait été la dernière personne à rire librement dans ce château. Il regarda seulement la boîte, puis tendit la main.
Céliane fit un mouvement de recul, comme si ce simple geste pouvait lui arracher le dernier morceau de son monde. Maël s'accroupit près d'elle, arrangea une mèche mouillée sur son front et murmura « Tu n'es pas obligé de la donner si ton cœur n'est pas prêt ». Cette phrase, plus que tout, troubla le roi. À Valcroix, personne ne parlait ainsi devant lui. On obéissait, on expliquait, on se justifiait. Maëlle, elle venait de rappeler à une enfant tremblante qu'elle possédait encore quelque chose que même un roi ne pouvait prendre sans permission. Céliane regarda longuement Aurélien, puis, avec une lenteur douloureuse, elle posa la boîte sur la table. Le couvercle s'ouvrit de lui-même, comme si un ressort ancien n'attendait que cette pièce, cette heure, ce visage. La mélodie s'éleva. 3 notes descendantes, une pause, puis la phrase lente. Le roi ferma les yeux. Son visage ne changea presque pas, mais ses doigts se crispèrent sur le bord de la table jusqu'à blanchir. Maëlle comprit alors que la vérité venait d'entrer dans la pièce, mais qu'aucun d'eux n'était encore prêt à lui donner un nom. Lady Séraphine de Vérac arriva avant la fin de la mélodie. Elle ne courut pas, bien sûr. Une femme comme elle ne courait jamais. Elle glissa dans la salle avec le calme parfait des personnes habituées à entrer sans frapper, parce que leur présence depuis trop longtemps avait été confondue avec une nécessité. Veuve d'un ancien conseiller, cousine éloignée de la lignée royale, elle portait toujours des robes, couleur d'ivoire, comme si elle voulait paraître plus pure que les murs eux-mêmes. Ses cheveux pâles étaient relevés sous un peigne d'argent, et son sourire avait cette douceur exacte qui met mal à l'aise sans qu'on puisse l'accuser de rien. « Sire, dit-elle, en inclinant la tête, on m'a prévenu qu'une visite inattendue troublait votre soirée. » Son regard effleura Maëlle avec une politesse glacée, puis s'arrêta sur Céliane. Un instant seulement, moins qu'un souffle, quelque chose passa dans ses yeux. Non pas la surprise, la reconnaissance. Maëlle le vit, parce qu'elle avait appris à observer les détails que les puissants croyaient invisibles. Elle vit aussi la main de Lady Séraphine se refermer légèrement sur son éventail. Et pourtant, lorsque la dame parla, sa voix demeura douce. Cet enfant est trempé. Il serait cruel de la laisser ici. Qu'on la conduise aux cuisines et demain nous verrons à qui elle appartient. Elle n'appartient à personne, dit Maëlle. La phrase tomba plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Dans la salle des cartes, le silence devint presque palpable. Aurélien tourna lentement la tête vers elle. 8 ans plus tôt, elle n'aurait jamais osé parler ainsi, devant le conseil, devant les dames nobles, devant lui. Ou peut-être l'aurait-elle osé si quelqu'un lui avait laissé le temps d'être entendue. Lady Séraphine posa sur elle un regard de pitié soigneusement composé. « Ma chère Maëlle, vos élans vous honorent, mais les enfants perdus ont toujours une histoire plus compliquée que leurs larmes. Il serait imprudent de leur offrir des promesses avant de connaître leur sang. » Céliane baissa la tête, comme si le mot « sang » était une pierre lancée contre elle. Le roi remarqua ce mouvement, Maëlle aussi. Il y eut alors entre eux une alliance minuscule et involontaire. Ils avaient vu la même blessure au même moment. Aurélien se redressa. « Cet enfant dormira dans l'aile d'hiver, » déclara-t-il. Lady Séraphine Sylla, l'aile d'hiver cire est réservée à la famille. Je le sais. Il ne haussa pas la voix, il n'en avait pas besoin. Céliane, qui n'avait presque pas parlé depuis son arrivée, leva vers lui un visage épuisé. « Je n'ai plus personne au monde, » murmura-t-elle encore, comme si elle demandait pardon d'exister. Le roi la regarda longtemps, puis répondit d'une voix si basse que même la pluie sembla se taire. « À partir de ce soir, tu n'es plus seule. Tu as tout un royaume à tes côtés. » Mais une phrase, même prononcée par un roi, ne suffit pas à réparer une vie. Le lendemain, Valcroix s'éveilla dans une rumeur inquiète. Une enfant inconnue avait dormi dans l'aile d'hiver. Maëlle Dervin était revenue. Les loups avaient accompagné les 2 humaines jusqu'à la porte intérieure. Et surtout,
La vieille boîte à musique d'Elianor avait joué dans la salle des cartes, après 7 années de silence. Les serviteurs parlaient bas près des escaliers, les gardes échangeaient des regards dans les galeries, les conseillers demandaient déjà une audience. Céliane reçut une robe chaude, des bas de laine, une tasse de lait au miel, qu'elle ne but qu'à moitié. Elle ne pleurait plus, mais son silence avait la fragilité d'un verre posé trop près du bord d'une table. Maëlle resta auprès d'elle, non par autorisation, mais parce que l'enfant refusait de lâcher sa main. Aurélien fit envoyer un médecin, puis un archiviste, puis 2 gardes à la frontière sud. Chaque ordre était précis, mesuré, froid en apparence. Pourtant, Maëlle remarqua qu'il ne demanda jamais que l'on sépare Céliane de la boîte à musique. Il demanda seulement qu'on la protège. Ce que le roi ignorait encore, c'est que la plus grande menace n'attendait pas dehors derrière les forêts, mais dans les salons polis de son propre château. Les premiers jours passèrent comme une veillée prolongée. Céliane découvrait les couloirs avec prudence, comme si chaque tapis pouvait cacher un piège, chaque porte une main prête à la repousser. Les loups royaux, qui n'approchaient d'ordinaire personne sans ordre, se mirent à dormir devant sa chambre. Le plus jeune, un loup au poitrail marqué d'une tache blanche, la suivait jusque dans la bibliothèque, s'étendait près du feu et ouvrait un œil dès qu'un inconnu entrait. Cela fit naître de nouvelles rumeurs, plus difficiles à étouffer que les autres. Les loups reconnaissaient le sang, disait-on. Les loups ne se trompaient pas. Les loups avaient pleuré la nuit où Elianor avait disparu. Maëlle entendait ces murmures, mais elle ne les répétait pas à l'enfant. Elle savait combien les adultes aiment poser sur les petits des vérités trop lourdes pour leurs épaules. Alors elle lui apprit plutôt à tenir une cuillère sans trembler, à reconnaître le nom des fleurs peintes sur la vaisselle, à respirer lentement lorsque les couloirs semblaient trop grands. Une après-midi, dans la serre d'hiver, Céliane posa la boîte à musique sur ses genoux et demanda « Est-ce qu'une personne morte peut encore chercher quelqu'un ?» Maëlle ne répondit pas tout de suite. Derrière les vitres, la neige commençait à remplacer la pluie. « Oui, dit-elle, enfin. Parfois ceux qui nous quittent laissent assez d'amour derrière eux pour que la vérité continue de marcher à leur place. » Aurélien observait cela de loin. Il ne venait jamais s'asseoir près d'elle, ne posait jamais de questions tendres, ne souriait pas aux maladresses de l'enfant. Mais il passait plus souvent devant la serre, s'arrêtait parfois devant la porte entr'ouverte, puis repartait lorsqu'il entendait Maëlle raconter à Céliane le nom des plantes qui survivaient à l'hiver. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la peur tenue en laisse. Maëlle le comprit un soir en retrouvant sur le banc, près de la fenêtre, une couverture de fourrure sombre que personne ne revendiqua. Le lendemain, un petit livre d'images apparut dans la chambre de Céliane avec des gravures de rivières, de châteaux et d'oiseaux migrateurs. Le surlendemain, le vieux piano de la serre fermé depuis la mort d'Elianor fut accordé sans explication. Ce n'étaient pas des excuses. Aurélien n'en était pas encore capable. C'étaient des gestes d'un homme qui ne savait pas approcher une enfant sans se souvenir de celle qu'il n'avait pas pu sauver. Pourtant, Maëlle sentait son regard changer. Il ne la regardait plus seulement comme la femme accusée autrefois d'avoir trahi sa maison. Il la regardait parfois comme quelqu'un qui avait tenu debout dans un endroit où lui-même avait laissé la douleur devenir loi. Le passé, cependant, ne revient jamais sous une seule forme. Il revient par une odeur de cire chaude, par une non prononcée trop vite, par une porte que l'on croyait condamnée et qui grince soudain dans la nuit. Le 7e soir, après leur arrivée, Maëlle fut réveillée par une note de musique. Une seule, très faible. Elle ouvrit les yeux dans la petite chambre qu'on lui avait donnée près de celle de Céliane, et son cœur se mit à battre trop vite. La boîte à musique était posée sur la table de l'enfant. Or,
La note venait du couloir. Maël se leva, passa un châle sur ses épaules et entr'ouvrit la porte. La galerie était vide, éclairée par quelques lampes basses. Au bout du passage, près de l'escalier de pierre, une silhouette blanche disparut. Maël ne vit pas son visage, mais elle reconnut le parfum léger qui resta dans l'air, iris, cendre froide et lavande. Lady Séraphine. Dans la chambre, Céliane dormait encore, mais la boîte à musique avait été déplacée. Son couvercle entr'ouvert révélait un détail que Maël n'avait pas remarqué jusque-là. Sous le petit mécanisme de cuivre, une fine plaque de nacre semblait mal ajustée. Elle l'effleura du bout de l'ongle. La plaque bougea. Derrière, roulé sur lui-même, se trouvait un minuscule morceau de papier si ancien qu'il menaçait de se réduire en poussière. Il ne contenait qu'une ligne écrite d'une main tremblée. « Ne crois pas le récit de ma mort ». Maël sentit le monde se retirer autour d'elle. La phrase était signée d'une initiale, seulement un « E » tracé comme une boucle de ruban. Élianor. Elle referma aussitôt la boîte, non par peur de la vérité, mais parce que la vérité, si elle était manipulée trop tôt, pouvait tuer ceux qu'elle voulait sauver. Elle passa le reste de la nuit, assise près du lit de Céliane, le papier caché dans sa manche, les yeux fixés sur les flammes basses de la cheminée. Au matin, elle demanda audience au roi. Aurélien la reçut dans la bibliothèque ancienne, une pièce immense où les livres montaient jusqu'au plafond comme des murs de cuir et de poussière. Il semblait avoir peu dormi. La lumière du jour grise et froide accentuait les ombres sous ses yeux. Maël posa le papier devant lui sans un mot. Il le regarda, puis ne le toucha pas. Pendant un long moment, il resta immobile, comme si cette petite chose fragile avait plus de force que toutes les armées du Nord. « Où l'avez-vous trouvé » demanda-t-il. « Dans la boîte. » Sa mâchoire se contracta. « Pourquoi ne me l'avoir pas donné immédiatement ?» Maël soutint son regard. « Parce que la dernière fois que j'ai essayé de vous donner une vérité, vous avez préféré écouter ceux qui la présentaient mieux que moi. » Cette phrase ne criait pas, elle ne tremblait pas, elle ne cherchait même pas à blesser. C'était justement cela qui la rendit si difficile à recevoir. Aurélien baissa les yeux vers le papier. 8 ans plus tôt, Maël avait tenté de lui dire qu'Élianor n'était pas partie seule, qu'une voiture sans armoirie avait franchi la poterne sud, qu'un sceau royal avait été imité, qu'une dame du conseil avait menti sur l'heure de sa visite. Mais Maël n'était alors qu'une infirmière couturière, une jeune femme sans nom, sans fortune, sans protecteur. Lady Séraphine, elle avait pleuré avec une élégance parfaite, produit 3 témoins et affirmé que Maël avait aidé la princesse à fuir par jalousie envers la famille royale. Aurélien, écrasé par la honte, la colère et la peur de perdre sa sœur, avait choisi la version qui lui permettait de haïr quelqu'un de visible. Il n'avait pas cherché plus loin pour comprendre pourquoi son cœur s'était fermé. Il faut parfois revenir à l'instant précis où il a préféré la certitude à la douleur. Dans la bibliothèque, ce matin-là, il comprit que sa certitude avait eu un prix humain. « Je vous ai condamné sans vous entendre, » dit-il enfin. Maël répondit doucement « Oui, sire ». Il leva les yeux vers elle. Elle ne triomphait pas. Cela le rendit plus honteux encore. Il aurait voulu lui demander pardon à cet instant, mais il sentit que les mots seraient trop petits. Alors, il fit ce qu'un roi pouvait faire avant d'apprendre ce qu'un homme devait réparer. Il ordonna que les archives de l'aile sud soient rouvertes, que les registres de garde de la nuit de la disparition d'Élianor soient apportés, que les témoins encore vivants soient convoqués. Lady Séraphine fut informée avec courtoisie qu'une enquête intérieure reprenait. Elle accueillit la nouvelle avec un sourire triste. Après tant d'années, si remuer la cendre ne rendra personne à la vie. Aurélien répondit « Non, mais cela peut empêcher les vivants de continuer à brûler. » Ce fut la première fois que Maël entendit dans sa voix autre chose que la froideur.
Séraphine inclina la tête. Ses yeux, eux, ne s'inclinèrent pas. Dès ce jour, le château changea de respiration. Des portes longtemps fermées s'ouvrirent, des coffres furent descendus des greniers. Des serviteurs âgés retrouvèrent des souvenirs qu'ils prétendaient avoir oubliés. Céliane sentit le trouble autour d'elle et devint plus silencieuse. Une nuit, elle demanda à Maël si le roi allait la renvoyer, si la boîte disait de mauvaises choses. Maël lui prit les mains. « Les objets ne rendent pas les enfants coupables, dit-elle. Ce sont les adultes qui font cela quand ils ont peur. » Le premier témoin fut un ancien palefrenier, nommé Gaspard, devenu presque aveugle. On le conduisit dans le petit salon bleu, parce que les grandes salles lui donnaient le vertige. Il reconnut Maël à sa voix, avant même qu'on lui dise son nom. « Vous marchiez vite autrefois, murmura-t-il, comme quelqu'un qui avait toujours peur d'arriver trop tard. » Maël sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les retint. Gaspard se souvenait de la nuit de la disparition. Pas de tout, mais d'un son, le grelot d'une bride cassée, attachée à une voiture qui n'aurait jamais dû se trouver près de la poterne sud. Ce grelot, disait-il, appartenait aux écuries de Lady Séraphine, car son défunt mari les faisait poser à ses chevaux pour reconnaître leur attelage dans le brouillard. À l'époque, personne ne lui avait demandé ce détail. On lui avait seulement demandé s'il avait vu Maël. Oui, il l'avait vue. Elle courait vers l'infirmerie avec du sang sur sa manche. Mais il se souvenait maintenant que le sang n'était pas frais. Il avait séché avant minuit. Or, Élianor avait disparu après minuit. Dans le silence qui suivit, Aurélien posa une main sur le dossier d'un fauteuil. Ce geste infime trahit plus que son visage. Une pierre venait de se détacher du mur du mensonge. Le second indice vint de Céliane elle-même. Un après-midi, alors que la neige couvrait la cour intérieure, d'une lumière bleutée, elle entendit le vieux piano de la serre. Maël jouait très doucement la mélodie de la boîte, cherchant à comprendre pourquoi la dernière phrase semblait inachevée. Céliane, assise près de la fenêtre, se mit soudain à chanter des paroles presque inaudibles. Maël s'arrêta. Le roi qui venait d'entrer sans bruit resta près de la porte. La petite chantait une berceuse en ancien dialecte lycan, une langue que peu d'humains connaissaient et que seule Élianor avait aimé mêler aux chansons de nourrice. Les mots disaient « Quand la lune perd sa moitié, cherche l'enfant sous le nom donné par la peur. » Aurélien pâlit. Ce refrain n'avait jamais été écrit. Élianor l'avait inventé lorsqu'elle était enfant pour se moquer des leçons trop sévères de son frère. Personne en dehors de la famille ne l'avait entendu assez souvent pour le transmettre. « Qui t'a appris cela ?» demanda-t-il la voix basse. Céliane serra la boîte contre elle, la dame qui disait qu'elle n'était pas ma mère, mais qui pleurait quand je dormais. Maël vit alors la douleur traverser le visage du roi comme une ombre de nuage sur un champ. Élianor n'était peut-être pas morte la nuit où on l'avait enterrée dans les discours officiels. Elle avait peut-être vécu assez longtemps pour protéger une enfant. Lady Séraphine comprit que la vérité approchait trop près. Elle ne fit rien de brutal. Les personnes dangereuses ont rarement besoin de gestes bruyants. Elle fit déposer dans la chambre de Maël un vieux bracelet d'argent provenant des appartements d'Élianor, puis s'arrangea pour qu'une femme de chambre le découvre devant témoins. Le bracelet portait encore le sceau de la princesse. En quelques heures, la rumeur enfla. Maël avait peut-être volé autrefois plus qu'on ne l'avait cru. Elle était revenue avec une enfant pour rouvrir une blessure et gagner la faveur du roi. La boîte à musique elle-même avait peut-être été entre ses mains depuis le début. Maël fut convoqué devant le petit conseil. Céliane voulut l'accompagner, mais Maël refusa avec douceur. Il y a des portes que les enfants ne doivent pas franchir pour défendre les adultes, dit-elle. Dans la salle, Lady Séraphine pleura presque. Pas vraiment, presque. Je voudrais tant croire à votre innocence, dit-elle.
Mais votre retour a apporté le désordre, les soupçons et maintenant ceci. Elle posa le bracelet sur la table avec la délicatesse d'une femme déposant une fleur sur une tombe. Aurélien regarda l'objet, puis Maël. L'ancien roi, en lui celui qui avait condamné trop vite, aurait vu une preuve. L'homme qui commençait à apprendre la patience vit autre chose. Maël n'avait pas peur d'être accusée. Elle avait seulement l'air fatigué de devoir encore survivre à l'élégance des mensonges. « Fouillez mes affaires », dit-elle calmement. « Interrogez ceux qui ont vu ce bracelet avant aujourd'hui. Cherchez la poussière sur le fermoir, l'odeur de coffre sur le velours, les traces de mains sur l'argent. Mais ne me demandez plus de baisser les yeux pour rendre votre doute plus confortable. » Plusieurs conseillers détournèrent le regard. Aurélien resta silencieux. Puis, il fit appeler le maître des sceaux, une femme âgée nommée Olympe, connue pour reconnaître l'origine d'un métal rien qu'en le chauffant légèrement. Olympe examina le bracelet, respira près du fermoir et fronça les sourcils. « Il a été conservé dans une boîte de cèdre, dit-elle, pas dans une chambre habitée, et quelqu'un l'a frotté à l'huile d'iris pour couvrir l'odeur. Le parfum de Lady Séraphine, léger, discret, presque irréprochable, sembla soudain remplir toute la pièce. Séraphine sourit encore, mais cette fois son sourire ne toucha aucun muscle de son visage. Beaucoup de femmes portent l'iris cher Olympe. Maël parla alors très doucement. Oui, mais toutes ne passent pas devant ma porte à minuit en faisant jouer une note de la boîte à musique. Le regard de Séraphine se tourna vers elle. Pour la première fois, il n'y avait plus de pitié dans ses yeux. La vérité, comme souvent, n'arrive jamais au moment où l'on se sent prêt à l'entendre. Elle choisit une heure ordinaire, une tasse de thé refroidi, un couloir que l'on traverse sans méfiance, et soudain, le monde ancien se fend. 2 jours plus tard, Aurélien trouva dans les registres de garde une page remplacée. Le parchemin avait la même couleur que les autres, la même usure apparente, mais l'encre avait vieilli différemment. La signature du capitaine de nuit était presque parfaite. Presque. Maël remarqua que la boucle du R descendait trop bas. Elle s'en souvenait, parce que ce capitaine jadis signait les demandes de bandage, avec un R très court, comme s'il avait honte de prendre trop de place sur le papier. Ce détail minuscule fit rouvrir un coffre scellé dans l'aile administrative. On y trouva plusieurs pages originales, dont une mentionnant la sortie d'une voiture appartenant à la maison Vérac, autorisée par un sceau royal. Le sceau, pourtant, n'avait pas été apposé par Aurélien. À l'époque, il était auprès de sa sœur malade, dans la serre d'hiver. Quelqu'un avait donc utilisé une empreinte volée. Et Maël se souvint alors d'une chose qu'elle n'avait jamais osé dire, parce qu'elle lui avait semblé trop petite face au drame. La veille de la disparition, Lady Séraphine avait demandé à Élianor de lui prêter son peigne d'argent pour une réception. Ce peigne portait à son extrémité une minuscule matrice capable de marquer la cire au nom de la princesse. Aurélien reçut cette révélation debout, sans un mot. Maël le vit regarder ses propres mains, comme s'il découvrait qu'elles avaient tenu l'injustice avec la même fermeté qu'une épée. Il demanda à rester seul, mais elle ne bougea pas tout de suite. Pendant 8 ans, elle avait porté son silence comme une condamnation. Elle aurait pu partir à cet instant, le laisser avec ses remords, lui rendre la solitude qu'il lui avait donnée. Au lieu de cela, elle dit simplement « Votre sœur avait peur, mais elle n'était pas faible. Si elle a caché cet enfant, c'est qu'elle croyait encore que quelqu'un finirait par la protéger. » Aurélien se tourna vers elle et vous demanda-t-il « En quoi croyez-vous lorsque vous avez quitté ce château ?» La question était basse, presque brisée. Maël regarda la neige derrière les vitres. « Au début, je croyais que vous finiriez par comprendre. Puis j'ai cessé d'attendre. Ce n'est pas la haine qui m'a sauvé, sire. C'est le travail. Chaque malade que je soignais
me rappelait que je n'étais pas seulement l'histoire que l'on racontait sur moi. Il ferma les yeux un instant. Maël. C'était la première fois depuis 8 ans qu'il prononçait son prénom sans froideur. Elle sentit ce prénom revenir à elle comme un objet longtemps confisqué. Pourtant, elle ne lui sourit pas. Certaines blessures ne s'ouvrent pas pour être admirées lorsqu'elles commencent à guérir. Le conseil exigea une présentation publique, des preuves, lors de la veillée de la lune blanche, une cérémonie ancienne où les grandes familles de Val-Croix se réunissaient dans la chapelle royale pour renouveler leur serment au royaume. Lady Séraphine accepta d'y assister. Elle n'avait pas le choix, mais elle sut donner à son obligation l'apparence d'une dignité offensée. Ce soir-là, la chapelle était éclairée par 100 cierges. La pierre noire des murs semblait boire la lumière, et les vitraux obscurs derrière la neige reflétaient les flammes comme des étoiles prises dans la glace. Céliane portait une robe bleu pâle, simple, sans bijoux, et la boîte à musique serrée contre elle. Maël se tenait à sa droite. Aurélien, en manteau de cérémonie, occupait le centre du chœur. On voyait sur son visage qu'il n'allait pas seulement juger une faute passée. Il allait se juger lui-même devant ceux qui l'avaient suivi dans l'erreur. Les loups étaient couchés devant les marches de l'autel, immobiles, leurs yeux clairs fixés sur l'assemblée. Lady Séraphine arriva la dernière, comme toujours. Elle inclina la tête vers le roi, puis vers l'enfant, avec cette politesse parfaite qui avait suffi pendant des années à couvrir la cruauté. Le maître des sceaux présenta d'abord la page falsifiée, puis le registre original, puis le peigne d'argent retrouvé dans un coffret de cèdre aux armes de Vérac. Séraphine ne nia pas immédiatement. Elle laissa les preuves s'accumuler autour d'elle avec l'expression triste d'une femme injustement cernée par des coïncidences. Tout cela prouve seulement que l'on cherche une coupable commode, dit-elle enfin. Il est touchant que votre majesté veuille croire cet enfant lié à votre sœur, mais le chagrin rend parfois les hommes puissants très vulnérables aux fables. Céliane baissa les yeux. Maël sentit la petite trembler. Alors elle fit une chose qui n'était pas prévue. Elle s'agenouilla devant l'enfant et ouvrit la boîte à musique. La mélodie s'éleva sous les voûtes de la chapelle fragile, presque perdue parmi les cierges. Lorsque la dernière note arriva, Maël n'arrêta pas le mécanisme. Elle tourna doucement le petit bouton une seconde fois, mais au lieu de rejouer la berceuse, la boîte émit un léger déclic. Le fond de nacre se souleva. Un second compartiment apparut plus fin que le premier dissimulé sous la plaque mobile. À l'intérieur reposait une minuscule boucle de cheveux argentés, attachée par un fil bleu et un morceau de papier plié en 4. Maël ne l'avait jamais vue, Céliane non plus. Lady Séraphine, elle cessa de respirer. Aurélien prit le papier avec une lenteur infinie. Sa main ne tremblait pas, mais Maël vit la tension de ses doigts. Il le déplia. L'écriture d'Élianor y apparaissait plus nette que sur le premier billet, comme si elle avait pris le temps de déposer là tout ce qui lui restait de force. Le roi lut à voix haute, et sa voix d'abord ferme devint plus basse à mesure que les mots entraient en lui. Élianor racontait qu'elle avait aimé un homme humain, non par caprice, mais parce qu'il avait sauvé des enfants, Lycans, sur une route de frontière. Elle racontait que son union, si elle était connue, aurait pu apaiser les royaumes ou détruire sa propre maison. Elle racontait surtout que Lady Séraphine avait découvert sa grossesse, avait voulu utiliser l'enfant pour renverser l'ordre de succession, puis, devant le refus d'Élianor, avait organisé sa fuite, forcée en faisant croire à une trahison. Si ma fille survit, disait la dernière ligne, qu'elle ne soit jamais élevée dans la honte de son sang. Elle appartient à l'amour qui l'a faite, non à la peur qui voudra la nommer. Dans la chapelle, personne ne bougea, même les cierges semblaient brûler plus lentement. Céliane ne comprenait pas tous les mots, mais elle comprit le silence. Elle comprit que sa vie venait de recevoir une racine.
Lady Séraphine resta droite. Il y avait presque de la grandeur dans son refus de s'effondrer. « Votre sœur était naïve, dit-elle. Elle aurait livré Valcroix aux humains au nom d'une romance de printemps. J'ai protégé le royaume. » Aurélien leva les yeux vers elle, et ce regard-là n'avait plus rien du frère aveuglé d'autrefois. « Vous avez enlevé une femme enceinte. J'ai empêché une faiblesse de devenir une loi. Vous avez fait accuser une innocente. » Séraphine tourna lentement la tête vers Maëlle. Une innocente pauvre est parfois le prix que paient les maisons nobles pour ne pas s'écrouler. Plusieurs personnes eurent un mouvement de recul. Maëlle, elle ne bougea pas. Cette phrase lui rendait quelque chose d'étrange. Elle ne la salissait plus. Elle révélait seulement la petitesse de celle qui l'avait prononcée. Aurélien descendit les marches du chœur. Les loups se levèrent dans un même souffle. « Non, dit-il, c'est ce que les maisons lâches font payer aux femmes sans défense pour conserver leur confort. Valcroix ne se tiendra plus debout sur ce genre de prix. » Il fit retirer à Lady Séraphine son anneau de conseil, non avec violence, mais avec une solennité si froide qu'elle en devint plus terrible. Elle fut conduite hors de la chapelle sous les regards de ceux qui l'avaient admirée. Trop longtemps que j'étais longtemps. Après son départ, Aurélien ne se tourna pas d'abord vers les nobles. Il se tourna vers Maëlle. Ce choix simple et public changea quelque chose dans l'assemblée. Pendant 8 ans, on l'avait nommée voleuse intrigante, femme chassée pour faute. Ce soir-là, devant les cierges et la neige, le roi de Valcroix s'inclina devant elle. Pas profondément, pas comme un sujet devant une reine, mais assez pour que chacun comprenne que l'honneur se rend parfois par un geste visible. « Maëlle d'Hervin, dit-il, ce royaume vous a condamné sans vous entendre. Moi le premier, je ne peux pas vous rendre les années perdues, ni les nuits où votre nom a été porté comme une honte. Mais je peux dire ici, devant ceux qui ont cru mon erreur, que vous étiez innocente et que Valcroix vous doit réparation. » Et elle sentit les larmes venir, mais elle ne les laissa pas tomber tout de suite. Elle avait rêvé parfois de cette phrase, puis elle avait cessé d'en rêver par fatigue. L'entendre enfin ne lui rendait pas sa jeunesse, ni la confiance simple qu'elle avait autrefois. Mais cela retirait de ses épaules un manteau invisible qu'elle avait porté si longtemps qu'elle avait fini par le confondre avec sa propre peau. Céliane, elle regardait le roi comme on regarde une porte que l'on n'ose pas franchir. Aurélien s'agenouilla devant elle non pour la cérémonie, non pour l'assemblée, mais parce qu'il comprenait enfin qu'un adulte debout peut ressembler à une montagne pour une enfant qui a trop fui. « Ta mère s'appelait Élianor, dit-il doucement. Elle était ma sœur. Elle aimait les roses d'hiver, les chansons anciennes, et elle riait lorsque je voulais être trop sérieux. La petite serra la boîte contre son cœur. Elle m'a abandonné. La question traversa la chapelle plus douloureusement que toutes les accusations. Aurélien secoua la tête. Non, elle t'a caché pour que tu vives. Elle a laissé cette boîte pour que tu sois retrouvé quand la peur aurait fini de mentir. Céliane baissa les yeux. Alors pourquoi je n'ai plus personne ? Le roi resta silencieux un instant, puis il tendit sa main paume ouverte comme on offre sans prendre. Parce que nous sommes arrivés trop tard, et parce que les adultes échouent parfois à protéger ce qu'ils aiment. Mais si tu l'acceptes, à partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Tu auras mon nom, si tu le veux, ma maison, si tu la veux, et tout un royaume pour veiller sur toi. Pas comme une cage, comme un refuge. Céliane regarda Maëlle. Maëlle hocha très doucement la tête, non pour décider à sa place, mais pour lui dire qu'elle avait le droit de croire à une main tendue. Les jours qui suivirent ne furent pas joyeux d'une joie facile. Les vérités profondes laissent derrière elles une poussière que le cœur met du temps à balayer. Lady Séraphine fut jugée par le conseil, ses biens furent saisis en partie,
pour créer une maison de protection aux frontières et les registres de Valcroix furent corrigés. Le nom de Maëlle fut lavé publiquement, mais elle découvrit que l'innocence rendue ne répare pas tout d'un coup la solitude apprise. Les gens qui l'avaient évité venaient maintenant s'incliner, lui parler avec trop de douceur, lui demander pardon, d'une voix embarrassée. Elle acceptait sans humiliation, mais sans empressement. Elle n'avait pas besoin que tous l'aiment soudain pour croire enfin à sa propre valeur. Aurélien lui proposa une chambre permanente dans l'aile d'hiver, puis un poste auprès de Céliane, puis une place au Conseil de protection des enfants des frontières. Chaque proposition était correcte, utile, presque administrative. Et pourtant, sous chaque phrase, Maëlle entendait une demande plus fragile rester. Elle ne répondait jamais tout de suite. Elle avait appris dans l'exil que les décisions prises pour fuir la douleur ressemblent trop souvent à des prisons décorées. Un matin, elle annonça qu'elle retournerait quelques semaines dans son village. La neige avait cessé et les premières gouttes de fonte tombaient des toits avec un bruit régulier. Aurélien reçut la nouvelle dans la serre d'hiver. Céliane dessinait près du piano la boîte à musique ouverte à côté d'elle. Le roi ne protesta pas. Ce fut peut-être sa plus belle preuve de changement. L'ancien Aurélien aurait ordonné, retenu, justifié, enveloppé son désir dans la nécessité du royaume. Celui qui se tenait devant Maëlle ce matin-là posa seulement une main sur le dossier d'une chaise et dit « Je comprends ». Elle le regarda avec surprise. Vraiment. Un sourire presque imperceptible passa sur son visage. « Non, mais j'apprends ». Cette honnêteté simple toucha plus Maëlle qu'une longue déclaration. Il ajouta « Vous avez vécu 8 ans sans que je vous lui rende justice. Je n'ai pas le droit de transformer ma réparation en nouvelle demande. » Elle baissa les yeux vers les plantes de la serre, vers les feuilles pâles qui survivaient sous la verrière. « Je ne pars pas pour vous punir, je le sais. Je pars pour savoir si je reviens par choix et non parce que votre château a enfin besoin de moi. » Aurélien hocha la tête. Sa voix fut basse lorsqu'il répondit « Alors, je vous attendrai sans vous réclamer. » Céliane supporta mal le départ de Maëlle, même lorsqu'on lui promit qu'il ne durerait que quelques semaines. La veille, elle entra dans sa chambre avec la boîte à musique et un ruban bleu pris dans les affaires restaurées d'Elianor. « Si tu pars, est-ce que les gens peuvent encore te retrouver ?» demanda-t-elle. Maëlle s'assit près d'elle, sur le bord du lit. « Oui, quand les liens sont vrais, ils ne dépendent pas seulement des murs. » Céliane réfléchit longtemps, puis attacha le ruban autour de la poignée du petit sac de Maëlle. « Comme ça, tu reviendras. » Maëlle sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu promettre vite pour apaiser l'enfant, mais elle savait qu'une promesse donnée pour calmer une peur peut devenir un mensonge doux. « Je reviendrai te voir, » dit-elle. « Et si mon cœur comprend que ma place est ici, je reviendrai rester. » Céliane accepta cette réponse avec gravité. Elle avait trop connu les paroles faciles pour ne pas respecter une parole prudente. Au matin, lorsque Maëlle monta dans la voiture, Aurélien tenait Céliane par la main devant les marches. Les loups étaient assis derrière eux. Le roi ne dit pas adieu. Il dit seulement « Que la route vous soit douce, Maëlle ». Elle emporta cette phrase avec elle comme une lampe discrète. Le village sembla plus petit lorsqu'elle y revint. Sa maison basse l'attendait avec ses étagères de plantes séchées, son fauteuil près de l'âtre, ses rideaux lavés par une voisine. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent, parce qu'elle n'y entrait plus comme une femme qui n'avait nulle part ailleurs où être crue. Les habitants vinrent la saluer avec curiosité, puis avec respect, lorsqu'une lettre officielle de Valcroix arriva au presbytère pour confirmer publiquement son innocence.
Maëlle reprit son travail. Elle soigna une enfant enrhumée, remit en place l'épaule d'un bûcheron, prépara une tisane amère pour une veuve qui prétendait ne pas avoir besoin de compagnie. Les gestes anciens lui firent du bien. Ils lui rappelèrent que sa valeur n'était pas née dans le regard d'un roi. Cependant, le soir, lorsque le vent soufflait du nord, elle pensait à Céliane penchée sur ses dessins, à la serre d'hiver, au vieux piano qui avait retrouvé sa voix. Elle pensait aussi à Aurélien, non comme à un souverain venu réparer une erreur, mais comme à un homme debout devant son propre orgueil, essayant enfin de ne pas se cacher derrière lui. Et c'est ici que le destin doucement commence à réparer ce que la peur avait brisé. Les lettres arrivèrent une fois par semaine. Pas de longues lettres passionnées, non. Aurélien n'était pas devenu un poète en découvrant ses torts. Il écrivait comme il parlait, avec retenue, mais entre les lignes se glissaient des choses qu'il n'aurait jamais dites autrefois. Il racontait que Céliane avait choisi belle, elle-même, la couleur de sa chambre, qu'elle refusait encore de dormir sans la boîte à musique, que le jeune loup au poitrail blanc avait pris l'habitude de voler les chaussons des domestiques pour les déposer devant sa porte. Il écrivait que la maison de protection des frontières avait accueilli 3 enfants en 2 semaines. Il écrivait que le conseil avait accepté que Maëlle y siège si elle revenait. Puis dans la 4e lettre, il ajouta une phrase, plus courte que les autres. La serre est trop silencieuse depuis votre départ. Maëlle lut cette phrase plusieurs fois. Elle ne la montra à personne. Elle la posa dans le tiroir de sa table de nuit, sous le ruban bleu de Céliane, et dormit mal. Le lendemain, elle comprit que ce n'était plus le château qui l'appelait. C'étaient des êtres précis avec leurs blessures, leurs efforts, leurs mains tendues sans chaîne. Et cette différence changeait tout. Elle revint à Valcroix au début du printemps. Les routes étaient encore humides, mais les premières herbes poussaient entre les pierres. Lorsqu'elle descendit de voiture, Céliane traversa la cour en courant, oubliant toute dignité royale, et se jeta contre elle avec un cri qui fit lever la tête aux gardes. Maëlle la serra longtemps. Au-dessus de l'épaule de l'enfant, elle vit Aurélien sur les marches. Il ne s'approcha pas tout de suite. Il attendit que Céliane ait fini de pleurer, que Maëlle ait essuyé ses joues, que le moment appartienne d'abord à celle qui s'était choisie avant que le sang et les titres ne viennent compliquer l'amour. Puis il descendit. « Vous êtes revenu, dit-il. » Maëlle regarda la cour, les loups, les fenêtres hautes, la serre visible derrière l'aile d'hiver. Oui, il n'osa pas demander pour combien de temps. Elle le sut et lui en fut reconnaissante. « J'ai accepté la place au conseil de protection, ajouta-t-elle. Et Céliane aura encore besoin de quelqu'un pour lui apprendre les plantes, les chansons et les manières de répondre aux adultes trop sûrs d'eux. » Pour la première fois, Aurélien sourit vraiment. C'était un sourire bref, presque maladroit, mais il éclaira son visage d'une jeunesse qu'on croyait perdue. Dans ce dernier domaine, dit-il, je crois qu'elle a déjà un excellent modèle. Le printemps installa lentement une autre vie dans le château. On ne cessa pas de parler d'Élianor, mais on ne prononça plus son nom comme une porte fermée. Céliane apprit qu'elle était la fille d'une princesse licorne et d'un homme humain courageux mort en protégeant un groupe d'enfants aux frontières. Elle pleura cette histoire par fragments, un peu dans la serre, un peu dans la chapelle, beaucoup dans les bras de Maëlle et parfois en silence près du roi. Aurélien ne chercha pas à remplacer ceux qu'elle avait perdus. Il lui raconta sa mère avec honnêteté, y compris ses défauts, ses rires trop forts, son entêtement, sa façon de cacher des biscuits dans les livres de stratégie. L'enfant commença à rire, d'abord rarement, puis davantage. Chaque rire semblait enlever un voile à Valcroix. La maison de protection ouvrit ses portes sous la direction de Maëlle et l'on y accueillit des enfants humains licans métis, perdus ou poursuivis par des guerres dont ils ne comprenaient
pas les raisons. La nouvelle loi fut gravée à l'entrée. Aucun enfant ne sera jugé coupable du sang qu'il porte. Maëlle passa souvent devant cette phrase. Chaque fois, elle pensait à la femme qu'elle avait été chassée dans la nuit et à celle qu'elle devenait non parce qu'on l'avait enfin choisie, mais parce qu'elle s'était choisie elle-même avant de revenir. Entre Maëlle et Aurélien, l'amour ne fut pas un incendie. Il vint comme la lumière dans une pièce longtemps fermée. D'abord une ligne sous la porte, puis une clarté douce sur les meubles, puis la certitude tranquille que l'on n'a plus besoin de vivre dans l'ombre. Ils marchaient parfois ensemble dans le jardin d'hiver, parlant des enfants de la maison des lois, à changer des villages à aider. Il lui demanda un jour ce qu'elle avait fait de la colère. Elle répondit qu'elle l'avait transformée en patience, mais que certaines nuits, elle retrouvait encore sa forme première. Il ne lui demanda pas de la déposer. Il dit seulement qu'il resterait là lorsqu'elle serait trop lourde. Un autre soir, près du piano, il lui avoua qu'il avait relu toutes les décisions prises durant les années de son deuil et qu'il y avait trouvé plus de peur que de justice. Maëlle posa la main sur le bois du piano, là où Éléanore avait sans doute posé la sienne autrefois. Alors changez ce qui peut l'être, dit-elle, et acceptez que certaines personnes aient besoin de temps pour croire à votre changement. Il la regarda longtemps. Vous parlez de vous, je parle aussi de moi. Il inclina la tête. Alors je continuerai sans exiger que vous soyez convaincus plus vite que votre cœur. La demande vint bien plus tard, une fin d'été, sans bague spectaculaire ni promesse théâtrale. Céliane avait organisé, avec l'aide des enfants de la maison de protection, un petit concert dans la serre. Le vieux piano, la boîte à musique et plusieurs flûtes maladroites jouèrent ensemble une version imparfaite de la berceuse d'Éléanore. Personne ne trouva cela parfaitement juste, et c'était justement pour cela que c'était beau. Après le concert, lorsque les enfants furent repartis en riant, Aurélien et Maëlle restèrent seuls parmi les plantes. La lumière du soir tombait sur les carreaux, et les roses d'hiver, bien confus en été, gardaient encore leur parfum discret. Aurélien sortit de sa poche non pas une bague royale, mais un petit médaillon d'argent. À l'intérieur se trouvait un fragment du tissu brodé que Maëlle avait reconnu sur le manteau de Céliane restauré et protégé sous une fine plaque de verre. « Je ne vous offre pas un trône, dit-il. Vous n'en avez jamais eu besoin pour être digne. Je ne vous offre pas non plus une réparation déguisée en amour. Je vous demande seulement si vous accepteriez de marcher à mes côtés, libre de rester libre, de me contredire, libre de partir, si un jour je redeviens l'homme qui n'écoute pas. » Maëlle prit le médaillon. Ses yeux brillèrent, mais sa voix resta claire. « Je ne veux pas être aimé parce que vous regrettez, moi non plus. Et je ne veux pas que Céliane croie qu'une femme doit pardonner pour qu'une famille soit complète. » Aurélien baissa les yeux. « Alors nous lui montrerons qu'une famille commence par le respect. » Maëlle ne répondit pas ce soir-là. Elle garda le médaillon, demanda du temps, et Aurélien le lui donna. C'était peut-être là, plus que dans toutes ses paroles, qu'elle sut qu'il avait changé. Il ne transforma pas son attente en épreuve. Il ne devint pas froid pour se protéger. Il continua de travailler, de l'écouter, de demander conseil, de s'asseoir, parfois, avec Céliane pour apprendre les chansons qu'il avait oubliées. Quelques semaines plus tard, à l'aube, Maëlle le trouva dans la chapelle devant la plaque où le nom d'Éléanore avait été gravé de nouveau cette fois, avec la vérité entière. Il ne priait pas. Il se souvenait. Elle s'assit près de lui. Aucun d'eux ne parla pendant longtemps. Puis, elle glissa sa main dans la sienne. Aurélien ne la serra pas trop fort. Il la reçut comme on reçoit une grâce qui n'était pas due. « Oui, dit-elle simplement. » Il ferma les yeux. Ce fut tout. Pas de grands cris, pas de musique soudaine, pas de promesses jetées au ciel. Seulement deux êtres
qui savait combien il est rare, après des années de silence, de trouver encore un chemin assez doux pour 2 pas. Le jour où Maëlle devint, officiellement, la compagne du roi de Valcroix, Céliane marcha devant eux avec la boîte à musique dans les mains. Elle avait demandé à ne pas porter de couronne. À la place, elle avait choisi un ruban bleu, celui qu'elle avait attaché autrefois au sac de Maëlle, et l'avait noué autour de son poignet. Dans la grande salle, les nobles s'inclinèrent, mais Maëlle ne chercha pas leur regard. Elle regarda les enfants installés au premier rang, ceux de la maison de protection, ceux qui venaient des villages humains, ceux dont les yeux portaient encore trop d'hiver. Elle voulait qu'ils voient ceci: une femme accusée pouvait être réhabilitée, une enfant sans nom pouvait être reconnue, un roi pouvait apprendre à s'agenouiller devant ses torts, un royaume pouvait changer sans perdre son âme. Lorsque la boîte à musique joua la mélodie d'Élianor monta vers les voûtes, mais cette fois, elle n'était plus un secret enfermé dans la nacre. Elle appartenait à tous ceux qui l'entendaient. Aurélien posa une main sur l'épaule de Céliane, l'autre près de celle de Maëlle, sans la prendre avant qu'elle ne la lui offre. Maëlle sourit, elle lui donna sa main, et dans ce geste simple, il y avait plus d'avenir que dans toutes les lois gravées sur pierre. Bien des années plus tard, on raconterait cette histoire de plusieurs manières. Certains diraient qu'une petite orpheline avait forcé le cœur d'un roi lycan à s'ouvrir. D'autres diraient qu'une femme injustement accusée avait rapporté au château la vérité que les puissants avaient enterrée. Les enfants, eux, préféraient la version où une boîte à musique, une louve silencieuse et une infirmière au manteau usé avaient vaincu une grande dame qui sentait l'iris. Céliane, devenue grande, ne corrigeait jamais vraiment ses récits. Elle savait que les histoires ont besoin de simplicité pour voyager. Mais lorsqu'un enfant nouvellement arrivé à la maison de protection lui demandait si elle avait vraiment dit un soir qu'elle n'avait plus personne au monde, elle répondait oui. Puis elle ajoutait que ce n'était pas la fin de la phrase, car quelqu'un lui avait répondu non seulement avec des mots, mais avec des actes, des lois, des nuits de patience, des portes ouvertes, des excuses publiques et des mains qui ne retenaient pas de force. Alors elle ouvrait la vieille boîte de nacre, désormais réparée d'un fil d'argent, et laissait jouer la berceuse. Dans la dernière note, on croyait entendre la pluie sur les vitres, le pas d'une femme revenue librement et le souffle d'un royaume qui avait appris enfin qu'un enfant recueilli n'affaiblit pas une couronne. Il lui rend son humanité. Si cette histoire a touché votre cœur, dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Et si vous aimez les récits d'amour profond, les secrets de famille et les fins qui réparent le cœur, par le cœur, abonnez-vous à Rêve d'amour pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Rêve d'amour. Prenez soin de votre cœur et à très bientôt.